Alors, les numéros 1 de la VO, comme je vous l'ai dit, on a eu quand même pas mal de lectures. Alors, des numéros de série, mais aussi des one shot. Alors là, pour le coup, on a un d'ici, 2 d'ici et encore, un c'est plus une sorte de what if, on est plus sur du what if. On a un, deux, trois, 4 Marvel et un titre indépendant. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Alors c'est moi qui commence ça, je le sais, c'est le Punisher, je crois. Oui, Punisher versus, The Amazing Spider-Man, écrit par Dan Abnett et dessiné par Matteo Della Fonte. Hem Et ben, c'était cool. C'était, vraiment, vraiment cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors moi, c'est vrai que souvent je l'ai un peu, moi, ces duos en général, j'aime pas, hein. Enfin, je veux dire, moi, c'est quelque chose qui me saoule assez vite parce que je trouve que, tu tu as toujours un prétexte à la con pour que 2 super-héros, finissent par se foutre sur la gueule et c'est un principe qu'ils ont tellement utilisé, que je trouvais déjà détestable auparavant, que quand on me sort ça aujourd'hui, c'est vrai que ça me gave encore plus vite, quoi. En général, c'est aussitôt ouvert, aussitôt refermé, hein, pour moi. C'est vrai que là-dessus, je suis assez radical. Bon, ici, tu as beau avoir un duo de personnages et tu as beau avoir l'opposition avec le versus, on n'est pas tant que ça dans l'affrontement, Punisher versus, Amazing Spider-Man, hein. Très, très loin de là. Hem, on est plus sur le fait que, les 2 sont obligés de faire équipe pour, réaliser une mission et si, Castle veut que, Spider-Man l'aide, bah, du coup, il est obligé de se «calmer» entre guillemets et dès lors qu'il se calme, Spider-Man n'a aucune raison de ne pas l'aider du coup, entre guillemets. Donc c'est un peu le postulat qui a été, utilisé et je trouve que dans ce numéro, tu as quand même un bon petit juste milieu entre, la détente, la baston, j'ai envie de dire et les passages, un peu plus sur la réflexion et forcément sur la fameuse opposition, tuer, ne pas tuer. Et ici, ce qui était intéressant, c'est que pour une fois, on n'a pas, le parti pris de, le Punisher tue et c'est mal, enfin vraiment en mode, je reste super-héros jusqu'au bout. Ici, Spider-Man a eu, j'ai envie de dire, je pourrais appeler ça comme étant un petit moment de faiblesse dans sa condition de super-héros, où il se pose clairement des questions différentes, quoi, hein. Donc, et c'est vrai qu'il se confie et il dit, «Mais est-ce que finalement c'est pas Castle qui aurait raison? Enfin, je suis désolé, moi j'arrête pas de me crever le cul entre guillemets à arrêter les méchants, je les fous en tôle et puis, ben, ils ressortent. Et puis, ben, en attendant, Castle, on a beau dire ce qu'on veut, bah, les méchants, bah, ils ressortent pas, quoi». Donc, par rapport à ça, tu as le la personne qui l'écoute qui lui dit: «Tu peux pas réfléchir comme ça, c'est pas comme ça que le monde fonctionne et tu ne peux pas te prétendre en gros, super-héros si tu réfléchis comme ça» et ça, c'est extrêmement intéressant. Spider-Man qui répond, «J'ai pas dit que c'était moi le problème. Là, ce que je suis en train de te dire que c'est qu'on a un vrai problème avec la justice» et c'est chouette. Je trouve que c'est chouette de mettre un petit peu le pied dans le plat. Alors, je suis pas en train de dire que c'est chouette, qu'on est en train de sous-entendre que le l'initiative du Punisher est la bonne. Mais en tout cas, je trouve ça chouette que l'on remette par contre, un peu en cause la justice, qui est effectuée par contre dans notre monde, quoi. Qui effectivement, fait que très fréquemment, tu as des gens qui sont supposés être en tôle et qui, pour une raison X ou Y, ne sont pas en tôle, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé ça un peu, osé, qu'ils viennent sur ce terrain-là, parce que c'est vrai qu'ils le font quand même rarement. En général, ils aiment pas beaucoup, avancer sur ce terrain-là. Donc, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc, verdict, un premier numéro plutôt prometteur, avec un bon juste milieu, encore une fois, entre baston et réflexion. Hâte de voir la suite. Pour l'anecdote, donc je vous l'ai dit, bon je fais une mini digression étant donné que c'est en lien avec le Punisher. Je vous l'ai dit, j'ai fini le premier omnibus, du Punisher. À la fin, tu as Garth Ennis qui prend la parole. Tu as une double page de Garth Ennis qui prend la parole et il explique où il en est dans l'histoire. Donc en fait, autant dire qu'il prend la parole très tôt, hein.
lorsqu'il écrit le Punisher, c'est genre encore l'arc avec, Mannucci, hein, c'est encore avant le Zoo, donc c'est vraiment très, très tôt, hein, limite dans les 3, 4 premiers numéros. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que visiblement, déjà à ce moment-là, heu, ça avait fait mouche, hein. Apparemment, même s'il y avait qu'une poignée de numéros et qu'il a pas eu son run, qui a marqué les esprits encore, hein, c'est vraiment là le tout, tout début de son run. Il avait déjà marqué les esprits et il avait déjà beaucoup de fans. Mais il avait eu aussi beaucoup de fans qui appréciaient du coup le Punisher et les méthodes du Punisher, en mode: «Ouais, c'est un héros comme ça qu'il nous faut», et du coup, sa déclaration est vraiment, bah, chouette, où clairement il dit, dès le début, je fais: «Oh là, moi je suis là pour écrire du Punisher, c'est tout. C'est du divertissement. Je m'éclate à écrire le Punisher, je trouve que c'est très drôle. Par contre, il y a aucun, message là-dedans et je ne cautionne absolument pas en gros les actes du Punisher. Vous êtes supposés lire et vous divertir et basta quoi». C'est et je trouve ça cool. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Titre suivant, Predator versus Planet of the Apes ou Planète des singes, écrit par Greg Pak et dessiné par Alan Robinson. Alors, c'est assez intéressant parce ils t'ont quand même ancré ça dans, le film de la Planète des singes, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu, faire que le Predator, s'écrase sur la planète des singes et puis voilà et du coup, il bousille du singe. Sauf que très, très rapidement, en fait, tu rencontres Cornelius et Zira et dès le début, Cornelius et Zira te disent qu'en gros, ils ont quitté la cité des singes parce qu'ils sont à la recherche du vaisseau de Taylor. Alors, c'est mince, c'est extrêmement mince, mais entre, l'apparition des personnages connus et la mention de Taylor et vraiment à quel moment précis tu en es, donc c'est-à-dire lorsqu'il commence à chercher des preuves que ce que raconte Taylor est vrai, bah, ça te donne un véritable contexte quoi, à ce titre, Predator versus Planet of the Apes, que tu peux précisément du coup, placer au sein du film La planète des singes. Ça, j'ai trouvé ça, extrêmement intéressant. Bon, sans surprise, ils n'ont pas réussi à faire, la même chose pour le film, Predator. Bon, en même temps, il y a moins d'intérêt et puis surtout, bah, les prédateurs en général, ils sont sur Terre ou sur d'autres planètes. C'est la première fois qu'ils vont sur la planète des singes, donc tu peux pas vraiment, du coup, intégrer les films là-dedans. Ou alors, il aurait fallu peut-être utiliser un personnage que l'on connaissait dans l'univers de Predator, sachant que les personnages que tu retiens dans l'univers de Predator et qui sont des Predators, il y en a vraiment très, très, très peu, hein. Donc, voilà. C'est pas si surprenant que ça. Niveau, dessin, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon et notamment tout ce qui concerne les singes, même si bien évidemment, il y avait pas que ça. En termes de mise en scène et de violence, on n'est pas dégueu non plus. Moi, personnellement, j'étais largement satisfait. J'ai trouvé que ça passait très, très bien. Heu, Sans surprise, il faut quand même apprécier un minimum Predator et surtout apprécier La planète des singes. Bon, c'est mon cas, donc c'est vrai que du coup, j'ai attaqué ce numéro avec plaisir et dès le début. Je pense que si, ce sont 2 univers qui vous plaisent, que voilà, que vous trouverez ce titre quand même, assez distrayant. Donc au final, j'ai trouvé le titre quand même très cool, plutôt, respectueux des 2 univers, même si bien évidemment on sent le côté défouloir, hein. Bah, pareil quand j'ai dit que le titre s'intégrait dans le film, La planète des singes, tu n'as absolument pas toutes les critiques, de la société que tu as dans le film La planète des singes, hein. Le comics et le film n'ont absolument pas le même but. Ça, c'est évident, hein. Pour le comics, c'est pour te détendre, c'est vraiment, comme je dis, en mode défouloir. Tandis que le film, c'est dommage si tu le prends comme étant juste un divertissement, on va dire. Donc voilà, je vous le conseille, au même titre que Punisher versus Spider-Man. Godzilla Conquers de Multiverse du côté de Marvel. Écrit par Jerry Duggan et dessiné par Javier Garrón. Alors c'est, la troisième série, hein, du coup, de Jerry Duggan, pour l'univers de Godzilla et je pense que ça va être la dernière vu comme c'est parti.
des séries qui arrivent en France, hein, voilà. Panini Comics a été un petit peu en retard, mais voilà, ça sera pour la fin de l'année 2026 et ça continuera, je crois, encore début 2027, si je me souviens bien. Donc voilà, si vous êtes fan des personnages de Marvel et de Godzilla, patience, patience, ça arrive enfin. Alors concernant cette troisième série, on est un peu dans la continuité de ce qui a été fait lors de la deuxième série, c'est-à-dire qu'on retrouve une fois encore, Knull et Godzilla qui font, plus ou moins équipe. Sauf que là, bien sûr, vous avez compris avec le titre, on déborde, hein, ça y est, maintenant on attaque le multiverse. Ça sous-entend aussi que les personnages que vous voyez, ce sont des personnages qui viennent d'autres univers. Tu as notamment, Crâne Rouge qui le dit dès le début, hein, puisqu'il se retrouve face à plein de personnages qu'il avait lui-même buté, hein, il le dit, et je fais: «Putain, vous êtes encore là? Ah OK, multivers», tu vois, limite. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. Après, même si vous prenez ce titre en cours de route, tu as quand même une sorte de récap au tout début, donc vous devriez pas, être perdu outre mesure. Et concernant ce titre, c'est vrai que j'ai plutôt bien apprécié. Je trouvais que l'ambiance faisait un peu penser pardon, au premier volume de Marvel Zombie. Donc vraiment le tout début, hein, c'est-à-dire, version, Robert Kirkman. C'est-à-dire que ici, tu te focalises surtout, on va dire, sur, la résistance, on va dire. C'est-à-dire que limite on te le présente, hein, vous voyez, c'est la fin, tout est bousillé, tout est fini, et on n'est plus que quelques-uns encore debout, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? En gros, on en est là. J'ai trouvé que c'était, une approche assez satisfaisante. Bon, c'est que sur ce point-là, hein, que l'on se rapproche de l'ambiance de Marvel Zombie, hein. Marvel Zombie, il y a plus de sang, par exemple, c'est, juste sur ce point-là donc que je compare. Donc, titre assez divertissant. Maintenant, bon, voilà, on est dans la lignée de tout ce qu'on a eu jusque-là. Donc si vous avez aimé tout ce qu'il y avait auparavant, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas ça, hein, c'est plutôt évident. Tout comme si vous n'avez pas aimé ce qu'il y avait avant, il vaut mieux passer votre tour sur celui-là. Mais voilà, il y a pas grand-chose, de nouveau, j'ai envie de dire. Côté dessin, globalement, ils sont plutôt bons, mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines cases qui étaient quand même un petit peu en dessous. Par exemple, celle en haut à gauche, qui est, une des, cases, récapitulatives, est très cool. Je trouve qu'elle passe plutôt bien, et à l'inverse, celle en bas à droite, bah, je trouve que les personnages ont un peu une sale gueule, là, pour être, assez honnête. Attention, encore une fois, je suis une bille en dessin et je dis ça avec, tout mon respect, jamais de la vie je n'arrive à la cheville de Javier Garrón, même sur ses pires dessins, c'est une évidence. Mais voilà, je suis bien obligé de dire ce que j'en pense et je trouve que voilà, il y a un petit déséquilibre quand même entre certaines de ces cases, où on peut avoir quand même de très belles choses et des fois des visages quand même un petit peu plus discutables, et je trouve que cette case est assez représentative de ces dessins qui sont parfois un petit peu plus, discutables. Pour le reste, c'est de la baston, avec un peu plus de baston et encore plus de baston. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Je prends le relais, le chien a été nourri, j'ai pris de l'eau, je suis paré. Eh ben vas-y, je vais boire un coup. Eh bien, je me suis fait avoir, tout simplement. Puisque je me suis dit, bon, il n'y a pas trop de trucs qui m'intéressent, machin. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de trucs. Je me suis dit, bon, j'avais un titre d'ici avec le Dark Knight of Steel 2. Je vais prendre un Marvel. On va, ouais, voilà, on va, voilà, pas de jaloux, pas de privilégiés, pas d'enfant préféré. Je vais prendre un X-Men, enfin je vais prendre un Marvel, et du coup j'ai vu celui-là, je me dis ah bon bah, X-Men, alors X-Men Omega of Apocalypse si j'ai bien compris. Euh, et pour être parfaitement franc, j'étais en vacances chez ma tante les 3 derniers jours. Et il a bien fallu que je regarde un petit peu ce qu'il y avait, et j'ai pas fait tant de recherches que ça parce que je voulais passer mon temps en famille et pas vraiment non plus à passer 30 ans à regarder les sorties, les machins, donc ça se positionne, machin. Donc j'ai juste regardé la liste des choses qui sont sorties il y a pas très longtemps et voir qu'est-ce qui m'attirait, quoi, en gros. Et du coup, je suis parti sur ça. J'ai vu que Jeff Loeb à l'écriture, Simone Di Meo au dessin. Donc les dessins très jolis, ça y a aucun problème. Je le savais, hein, parce que voilà, Simone Di Meo. Euh, je sais pas si c'est aussi lui qui a fait la cover. J'ai l'impression que la cover, il y a un peu du Dan Mora dedans. C'est peut-être moi qui décode,
mais peut-être pas. En tout cas, voilà. Les dessins sur le titre, rien à redire. C'est très très bon, il y a du spectacle, pif paf pouf, ça pète de partout. Ça reprend la timeline de Age of Apocalypse, mais avec des personnages qui ont un petit peu survécu au-delà des événements, qui ont continué à vivre, etc. Qui veulent un petit peu trouver un moyen de s'échapper de tout ça, de trouver une solution à tout ça, en, euh, en changeant de réalité, hein, tout simplement. Sauf que également, là où je me suis fait avoir, c'est que ce titre-là est un petit peu pris le cul entre deux chaises, les deux chaises étant un pré-event, enfin un, pas un ancien event X-Men, mais en tout cas des événements X-Men qui viennent de se conclure et pour préparer le, je sais pas, peut-être l'arc Omega des X-Men ou je sais pas quoi. Donc je me suis retrouvé un petit peu collé entre deux éléments que je ne connaissais pas et j'ai lu un titre où j'ai un peu genre capté la moitié de ce qui se passait en fait. J'ai un peu compris ce qu'ils voulaient mettre en place, mais un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé avant et pourquoi du comment certains personnages étaient comme ça. J'ai été un peu plus largué, hein, je vous avoue. C'était pas ma semaine la plus, là où j'étais le plus dans le nerf de la guerre, hein, donc j'étais vraiment Ouais, collé. t'as fainéant. Ouais, là cette semaine, la cover c'est aussi dit mieux, ok. Mais voilà, donc c'est très 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 beau. Si vous suivez les comics X-Men du moment, vous allez capter, y a aucun problème. Moi j'ai pas capté. J'ai pas tout compris. Peut-être que voilà, j'aurais dû faire plus de recherches, machin, pour voilà. Mais bon, bah, j'ai vu Dimeo au dessin, j'ai vu Loeb à l'écriture. Bon, Loeb à l'écriture, qui tout double. Mais bon, je me dis quand même, c'est des gros noms, ça doit être un truc important. Et en fait, j'ai un peu l'impression de voir l'épisode 9 sur 14 des aventures X-Men, quoi. Donc je suis un peu en mode, j'ai pas tout compris. J'ai Oui, pas. c'est vraiment le c'est X-Men of Apocalypse, Omega, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, mais Donc c'est la dernière étape de je sais plus quoi, alors effectivement, tu voilà, donc j'ai pas. as commencé par la fin, ouais. C'est pas que j'ai pas bien fait mes recherches, c'est que je n'en ai pas fait. Je vais être très clair avec vous. Voilà, j'étais. Alors, pour vous dire, quand j'étais en train de regarder la liste de ce qui est sorti récemment, à genre 4 mètres à côté de moi, il y avait une piscine qui était à 31 degrés. Vous voyez ma motivation? Elle était pas là. Donc, Ah, elle est dure ta vie, hein. ouais, Oh là c'est là. très très dur. À chaque fois que je vais en vacances là-bas, c'est piscine chauffée, bateau sur le bassin d'Arcachon, du rosé, du champagne, de la bouffe. Ah, c'est enfin, un clafoutis abricot pistache. Ouf, oh là, c'était dur, hein. Ces 3 derniers jours, j'ai souffert. J'ai pris un giga coup de soleil par contre, mais ça valait le coup. J'ai même fait la pêche au couteau. Si vous connaissez pas la pêche au couteau, c'est très très drôle. Voilà. J'ai Donc quand même... voilà, je vous présente Martin qui nous parle des X-Men. Alors, les X-Men, eh ben, j'ai été à la piscine, Eh oui, et j'ai bouffé comme un porc, et j'ai bu, et ouais, c'était très bien. J'ai vu merci ma Martin. famille. Voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, ouais, le titre X-Men, c'était J'ai pas. rien compris. Voilà, j'ai rien compris. Juste pas passé un mauvais moment. C'était une bonne scène d'action, machin. C'était très joli. Mais voilà. Donc si vous êtes plus au fait de la continuité Marvel, je pense que c'est un bon titre. Bah, si je me souviens bien, alors le alpha, pour te filer un petit coup de main quand même. Le alpha, c'est tout simplement l'arrivée, tu sais, des survivants de Age of Apocalypse, en gros, qui débarquent dans l'univers classique des X-Men. Et donc je suppose que l'oméga, c'est la fin de, toute cette, petite, parenthèse, on va dire. Je suppose. Je pense aussi. Tant pis pour moi. J'avais qu'à me chercher. Mais C'est il y avait rien y a à rien d'autre moi. qui me tentait. Donc bon, c'est la Alors vie. moi, c'est l'inverse, il y a plein de choses qui me tentaient et du coup, j'ai dégagé certaines choses parce que Dur. sinon ça faisait beaucoup. Gambit. Alors l'arbre, c'est pas tant le personnage qui me plaisait, hein, parce que bon, c'est vrai que Gambit, j'aimais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Bon, maintenant, je suis un peu passé à autre chose quand même. Voilà, ce sont des périodes, hein, tout simplement. Là, c'est bien évidemment Chris Claremont qui m'a donné un peu plus envie. Bon, même si, voilà, on le sait, hein, la grosse période de Chris Claremont sur les X-Men, elle est maintenant quand même loin derrière nous. Et le scénariste a beau revenir fréquemment sur l'univers des X-Men, à chaque fois qu'il revient, la plupart du temps, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Bon, bah voilà, malheureusement, un de plus. Pour ma part, j'ai trouvé ce Gambit Wanted très convenu. C'est pas tant que c'était mauvais, c'est juste que c'était un titre qui ne sortait absolument pas du lot, qui racontait quelque chose de relativement basique.
Et donc quand tu associes ça à un nom tel que Chris Claremont, ça fait un peu mal, quoi. Donc voilà, je pense que si vous aimez, le personnage, vous n'allez pas vraiment être déçus et encore une fois, ce n'est pas un mauvais titre, hein, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais tu as vraiment, 0 surprise, quoi. C'est un titre vraiment extrêmement anecdotique, hein. Vraiment, parmi tous les titres, X-Men qui sont sortis, durant le relaunch Shadows of Tomorrow, je pense quand même que vous avez mieux à lire que ce, Gambit, Wanted. Et bien sûr, s'il vous tente, faites-vous plaisir. Et les dessins étaient pas dégueux, ils étaient, plutôt bons. Alors, je vous ai parlé de 1, 2, 3, 4 titres, si je ne m'abuse. Sur les 4, il y en a 2 que j'ai trouvé très, très bons. Un que j'ai trouvé, plutôt sympa et un où j'ai dit que c'était donc, très anecdotique. On passe à mon titre, préféré. Voilà, celui que j'ai préféré de tous les titres que j'ai lus dans le cadre de ces numéros de la VO et peut-être, une de mes lectures de ces derniers temps, même au sens large, hein. Là, il est pas noté, donc il s'agit du, World's Finest Annual 2026. Donc encore une fois, il s'agit plus d'un one shot qu'autre chose. Hem, je sais pas si vous connaissez le synopsis, mais en tout cas la cover est assez, révélatrice, puisque vous l'aurez compris, on suit, Batman et Superman. Le titre, c'est World's Finest, donc voilà, c'est plutôt évident. Mais on suit, pour le coup, surtout donc les papas de, Batman et Superman, donc avec Jonathan Kent et Alfred Pennyworth. Le synopsis est assez convenu. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que le synopsis est assez convenu et quand tu le lis, ouh, 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 ouh. Le synopsis, c'est Batman et Superman qui se font piéger, on va tout simplement, et Alfred et Jonathan Kent sont au courant et du coup, bah, ils interviennent pour aider, leur, fils adoptif. Donc voilà, si je te dis ça comme ça, tu as l'impression que c'est un peu con, quoi. Enfin, en mode: «Oh la vache, c'est les papas qui s'en mêlent, bah, c'est pas crédible pour un sou, machin». C'est chouette. Franchement, c'est super chouette. En plus, c'est amené d'une très bonne manière, hein. Enfin, je veux dire, Alfred, c'est pas juste un papa, on le sait, c'est loin d'être un manchot, hein. Il a fait la guerre. D'ailleurs, Jonathan Kent lui dit, «Tu as fait quelle guerre?» et il a le regard un peu dans le vide et il dit: «Toutes». Donc voilà, c'est loin d'être quelqu'un, qui n'est bon qu'à, servir le thé, hein. C'est pas un majordome classique, je pense que vous le savez maintenant et Jonathan Kent, c'est avant tout un papa qui aime son fils et c'est très souvent suffisant. Donc voilà, même si le synopsis, tu te disais: «La vache, qu'est-ce que ça va être?» Dans les faits, c'est plutôt bien amené, ça se goupille plutôt bien et c'est plutôt cool. Heu, C'était génial. Franchement, c'était un titre, génial. Hem, C'était un titre, en fait, qui était très drôle. Tu avais des passages qui étaient, vraiment amusants et en même temps, c'est un titre extrêmement touchant. Tout se passe, sur le principe de la fête des pères, en fait, hein. Donc tu as Batman, enfin, du coup, Bruce Wayne et Clark Kent qui veulent, inviter leur, papa, dans un restaurant et en fait, ils font, pour la fête des pères, une bouffe à 4, en gros. Sauf que, ben, évidemment, il se passe ce qui se passe et Batman et Superman doivent, intervenir, parce que, Lex Luthor avait un plan diabolique. Bon, du coup, les 2 papas voient le temps passer de plus en plus et c'est comme ça qu'ils s'en mêlent, parce qu'ils commencent à s'inquiéter. Heu Et c'est comme ça, du coup, que tu as des discussions, mais qui sont extraordinaires, quoi. Donc, par exemple, tu as, Alfred qui, bah, tu le vois qu'il est inquiet par rapport à Bruce Wayne et puis qui dit à Kent, «Ça doit être un peu plus facile pour vous». Ah ouais, il dit ça au même moment où il voit dans un cadre, une photo de Superman qui enlève ses chaînes et Kent, il dit, «Non, c'est pas plus facile, quoi». Il dit clairement: «J'ai peur tous les jours pour Clark, mais j'ai peur aussi tous les jours pour le monde». En fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il te replace aussi très souvent Clark au milieu de notre planète Terre, quoi. C'est-à-dire qu'il a peur, pour Superman en tant que héros, mais il a peur
aussi par rapport à cet équilibre, la place qu'a Superman au sein de la planète et comment la planète voit Superman aussi. Tout ça, c'est vraiment extrêmement, intéressant. Ah, alors avant de parler un peu plus du contenu, au niveau de l'équipe créative, comme d'hab, au niveau des annuals, ils sont plusieurs. Donc là, pour le coup, vous avez Mark Waid, Mark Russell, Tyrone Finch au niveau du scénario, Clayton Henry et Patrick Boutin au niveau du dessin. Et alors les dessins, mes aïeux, regardez-moi ça. Ils sont vraiment, vraiment bons. Cette image est vraiment chouette où, lorsque du coup, quand tu as, Jonathan Kent qui dit que non, bah, qu'il a toujours peur, tu as Alfred qui réfléchit, qui dit: «Bon, oui, c'était un peu maladroit de ma part, évidemment que tu as peur», il dit: «Je pense que c'est un peu, comme quand tu apprends à ton enfant à faire du vélo, en fait. Tu le laisses partir et en fait, bah, même s'il s'en va avec le vélo, tu te rends compte que, bah, en fait, tu es avec lui sur le vélo». Et c'est génial. Et tu as énormément de petites réflexions comme ça et c'est extraordinaire. Et regardez-moi. Mais il est magique. Ces deux personnages sont magiques de toute façon. Alfred, c'est le meilleur personnage du monde. C'est aussi simple que ça. Donc, le voir dans le rôle du père, j'ai les boules en fait quand j'en parle. Quoi. C'est un personnage extraordinaire. Il est vraiment génial. Quoi. Donc, voilà, j'ai adoré. Les héros ont aussi des petites réflexions assez sympas en mode. Bah, il faut qu'on fasse entre guillemets «notre job», mais il faut aussi qu'on fasse le plus possible pour pas qu'on fasse de soucis, de peine à nos parents. Ça aussi, c'est une réflexion qui est chouette, qui est plutôt cool. Heu et à côté de ça, donc tu as aussi, comme j'ai dit, des scènes assez rigolotes. Donc notamment lorsque tu vois donc, Batman et Superman sont enfermés, comme j'ai dit, hein, ils doivent être, sauvés par, les papas. Ils commencent tous à parler de comment ils pourraient s'échapper et ça part dans le n'importe quoi, c'est vraiment à mourir de rire. Et alors rien que le là, vous voyez la case, donc tu Flash qui est en train de partir, dans des délires en mode: «Ouais, on va faire ça, 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 ça», et là, tu Batman qui fait, «Je vais faire comme si j'ai rien entendu», quoi. Non, mais c'est vraiment chouette, quoi. Et mec, Superman qui lui dit clairement: «Mais est-ce que ce que tu es en train de dire a vraiment un sens, quoi?» Donc tu as une petite critique aussi en même temps derrière, je trouve. Donc, c'est un numéro assez décomplexé, hein, je trouve, mais, dans le bon sens du terme. J'ai beaucoup aimé, mais la, meilleure réplique, cela dit, je pense, hem, c'est Alfred qui, à la toute fin, dit oui, alors je vous spoil, excusez-moi, mais voilà, Batman et Superman finissent par s'en sortir. Voilà. Excusez-moi, pardon de vous Oula, spoiler la attention. Ah, je suis c'est mon côté salaud, voilà, excusez-moi, excusez-moi. Et là, franchement, Martin, quitte à ça de vous spoiler l'Iliade alors que ça ne date que de 1500 ans et moi qui vous spoil la fin de Batman Superman, c'est vraiment pas cool, hein. On fait pas notre travail sérieusement. Donc voilà, vous pouvez me caillasser, il y a pas de problème, me lapider. Donc voilà, ils finissent par s'en sortir et donc tu as Alfred qui tient un discours qu'il a tenu assez, fréquemment, hein, et qui il lui dit donc, «Ton père, aurait été fier de toi». Et là, par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que, tu Batman qui lui répond, heu: «Il n'y a qu'une personne au monde que j'ai toujours tenté de rendre fière». Et c'est chouette, c'est beau, vraiment super beau. Il dit juste avant que, bien évidemment, son père est extrêmement important, mais par contre, qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qu'il a toujours voulu rendre fière et bien évidemment, bah, c'est Alfred. Et c'est vraiment génial. Et à la toute fin, donc, tu as Jonathan Kent qui dit ah, c'était vraiment super, en mode limite, j'ai retrouvé mes 20 ans de fracasser des méchants. Il dit c'était ma meilleure fête des pères. Et là, c'est encore plus touchant. T'as Alfred qui dit eh ben, moi, c'était ma première fête des pères. En mode bah, c'est la première fois que Bruce ouvre son cœur, dit quelque chose comme ça, qui me fait me sentir père. Parce qu'au tout début du bouquin, il explique clairement que lui, il voit Bruce Wayne comme son fils, mais Bruce Wayne est ce qu'il est. Il est extrêmement complexe, extrêmement distant. Et du coup, il ne sait pas si Bruce Wayne, par contre, voit Alfred comme un majordome ou un père. Et donc là, avec cette fin, il a entre guillemets la preuve qu'il tant attendu que Bruce Wayne voit bien évidemment Alfred comme étant son père. Et c'est super.
Écoutez, c'est très simple. Donc, je vous rappelle, hein, Julien travaille dans une boutique. Je lui ai clairement demandé ce qu'il en pensait, hein. Si, selon lui, le titre allait sortir quelque part en France, et sinon, bah, tout simplement de me le choper en VO parce que je le veux. Il était extraordinaire. Donc, il s'agissait encore une fois de World's Finest Annual 2026. Je vous le conseille, et plutôt deux fois qu'une. Alors, moi, il faut que je fasse des recherches parce que je vais avancer des choses et je n'ai pas Ah, c'est encore un truc aussi. que t'as pas compris? Si, mais ça concerne Ah, dis donc, Autoschmitt. c'est le 2, j'ai pas lu le un en fait. Il faut que je. Si, tout à fait. Alors, en préambule, oui, Darkness Hostile, j'ai lu le premier volet. J'ai pas lu All Winter, je vous l'avoue. Mais j'ai lu le Il est chouette. premier et j'ai lu le one shot sur Aquaman Earth to the Sea qui est sorti après le 2 mais vu que ça fait longtemps que. Enfin bon, bref. Euh, donc, Ah, alors Matt, effectivement, en termes de continuité, c'est vraiment une parenthèse, hein. Tu peux le lire n'importe quand. Du coup, est-ce qu'ils vont s'amuser à le mettre quelque part? Franchement, je sais pas. Après, la qualité est là, donc du coup, j'ose espérer qu'il va bien se vendre. C'est du Mark Wade. Ah, il y a moyen, hein. J'aimerais vraiment. Après, il est bon ce Mark il est Waid. difficile à caser, hein. Où est-ce que tu le mets, un titre World's Finest? Tu peux pas le mettre dans Batman, tu peux pas le mettre dans Superman, peut-être dans un Justice League, mais ça serait un peu HS quand même. C'est pour ça que perso, je sens que je vais sauter sur la VO pour le coup. Ça va être peut-être mon troisième titre VO, dis donc. Alors, donc oui, Dark Knights of Steel 1, je vous le conseille. Euh, C'était cool, une réimagination médiévale de l'univers d'ici. Ça change pas mal de choses au niveau de l'écosystème. Est-ce que les pouvoirs sont acceptés ou pas, le rapport à la magie. Gros changement aussi, c'est que la famille des L est arrivée avec père, mère et fils. Donc, Kal-El a grandi avec ses parents sur Terre. Et c'est un petit peu chamboulé, bah voilà tout le. Alors déjà que dans les temps modernes, avoir des Kryptoniens, ça pourrait tout changer. Alors là, dites-vous une épée où on se bat avec des, à une époque où on se bat avec des épées, des boucliers, des gens qui peuvent balancer des yeux laser, ça a un petit peu tout changé. Et à côté de ça, donc voilà, on a le royaume des Hells, on a le royaume de Jefferson Pierce, qui est le royaume des tempêtes, je crois. On a aussi encore les Amazones. Enfin voilà, donc, c'est réimaginer un petit peu tous les personnages d'influence comme des rois, des seigneurs, des conseillers, des bouffons. Harley Quinn et la bouffonne du coup, le bouffon. Bref, le bouffon de la cour des Hells et machin. Donc voilà, c'est tout transformé côté médiéval. Donc je trouvais que l'adaptation visuelle et narrative avait été bien faite dans Dark Knight of Steel 1. L'histoire était cool, il y a des gens qui meurent parce que c'est un Elseworlds, donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire mourir qui tu veux, il y a des enjeux, il y a des trucs un petit peu énervés hein, en termes de violence et tout. Donc j'avais beaucoup aimé, puis bon, Tom Taylor en général fait du bon travail, et puis les dessins sur le premier de Yasmine Poutri étaient très très cool, très efficaces. Euh, Pas sûr que le rythme était suivi côté dessin, parce qu'il avait fallu, ça avait pris son temps avant de sortir, et il y avait eu des numéros où c'était pas elle qui faisait les dessins, enfin bon, bref. Donc pour le deuxième volet hein, de ce Dark Knight of Steel, il a été décidé euh, d'avoir Otto Schmidt au dessin, et quand je parlais de faire des recherches vite fait, euh, des souvenirs que j'ai, Otto Schmidt, pas bonne personne. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, des réactions sur Twitter quand ça a été annoncé que c'était lui, c'est donc je peux pas dire avec certitude c'est un connard comme je le fais habituellement, mais peut-être. Voilà, je préfère le dire maintenant. Euh, Bon, après les dessins ils sont bien. Voilà. Je dirais tout le temps que si un dessinateur est un connard, je dirais toujours que c'est un connard, mais s'il dessine bien, je dirais toujours qu'il dessine bien. Donc, Ouais, on sait pas trop. C'est peut-être un connard, mais c'est peut-être un gentil garçon. C'est un peu l'équivalent c'est sexuel le d'une co- demi-molle, quoi. c'est On le sait pas trop, quoi. j'allais dire le connard de Schrödinger, mais bon, c'est Ah bah, on a chacun notre référence, voilà, c'est bien. voilà. Moi, voilà la ZZ, moi c'est des concepts métaphoriques, enfin physiques, voilà, bon, ouais, voilà. Voilà. Non, moi je suis plus en dessous de la ceinture, souvent. Tant que les gens visualisent après, c'est voilà. Alors moi Bishop, la Ouais. cover du tome 1, j'avais pris une cover alternative où c'était genre Superman avec une sorte d'épée et une sorte d'aura multicolore, enfin multicolore plutôt. Euh, voilà.
pour ce deuxième Dark Knight of Steel, et ben j'ai envie de dire qu'on est dans la même lancée que le premier en fait, hein. Je trouve que ça me capte plutôt bien. On a l'arrivée d'Aquaman, on a l'arrivée des Falcons aussi dans l'univers. En fait, vu que le premier avait été si bien, j'étais déjà quand même pas mal investi dans l'univers et j'avais envie de voir une suite. Donc quand ils avaient annoncé la suite, c'était très 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 cool. Et là, pour le moment, ben, en fait, ouais, ça recapte assez bien. On finit le numéro sur un petit cliffhanger, voilà, des familles classiques. C'est bien dessiné, hein, malgré le fait que potentiellement ce soit dessiné par un con. Euh, en fait, ouais, je recommande, hein, si vous avez kiffé le premier. T'imagines, c'est vrai que le mec, en fait, c'est un ange, quoi, en fait. Peut-être, c'est pour ça, je dis peut-être, je suis pas sûr, mais je me souviens qu'à l'annonce, il y avait pas mal de gens qui avaient dit putain, d'ici on emploie encore ce gars-là alors qu'il a fait ça, ça, ça. Et bon, là je les retrouve pas parce que. Ah, ça va vite Voilà. à savoir. Alors, est-ce que Otto Schmidt est... Bah, Ok, Google, est-ce que Otto Schmidt est un con? j'ai essayé de chercher genre Otto Schmidt, Comics Gate, machin, mais je crois pas que ce soit ça. Donc, mais voilà. En tout cas, si ça met en tête, c'est parce que. Ah, il y a des trucs, voilà quoi. Mais voilà. En tout cas, prenez garde. Voilà, allez faire vos recherches, hein, sinon, voilà. Donc, voilà. Mais sinon, oui, bon titre. Ça, je trouve, est plutôt efficace pour récontextualiser où en sont les personnages parce que je vous avoue, je me souviens pas de tout, chaque élément d'où on s'est arrêté dans le premier volet, hein, parce que ça fait quand même quelques années, hein, que le premier titre est sorti. Mais je trouve que ça c'était plutôt bien efficace pour rétablir les personnalités, les relations, un petit peu les dynamiques, les pouvoirs de dynamique. Il y a une sorte de petit recap qui est fait au début du bouquin. Il y a un petit côté Seigneur des Anneaux, prologue, machin, donc c'est bienvenu comme récap. Et puis après, ouais, je trouve qu'on est très vite lancé dans. Et il y a aussi une sorte d'arbre généalogique qui montre comment les familles sont organisées dans les royaumes et tout ça. Et ça montre qui est mort, qui est pas mort, machin. Et voilà, très vite j'ai été remis dedans et je suis dedans et c'est bien. Donc si vous avez kiffé le premier, allez-y. Si vous n'avez pas lu le premier, peut-être pas idéal de commencer par là, hein. C'est comme moi avec les X-Men, peut-être pas un bon plan. Donc, mais en tout cas, si vous avez kiffé le premier, vous allez kiffer. Pour le moment, c'est bien, tout simplement. Le All Winter est important ou pas? À toi de me dire. Moi, je sais pas. Euh, j'ai presque envie de dire, on s'en fout, il est très bon. Je pense que c'est suffisant en soi. Bah, important, c'est toujours difficile à répondre. Il n'est pas indispensable, ça c'est déjà évident. Mais Mais volume, surtout, il est vraiment bon, hein. Moi, personnellement, je l'ai préféré au titre principal. voilà. Donc, je dirais que oui quand même. C'est important de dire des bonnes choses. Et donc, je crois que c'est peut-être la dernière lecture là que t'as. Ah ben voilà, elle est là, Yasmine Poutry. Ouais, non, ça a l'air d'être assez chaud quand même pour Otto Schmidt. D'accord, bon ben ça va alors. Euh, Yes, j'avais raison. alors, j'ai trouvé qu'une source, mais la source est assez costaud. Donc, Ah ouais, bon, bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. voilà. Donc il n'a pas notre tampon Euh, de qualité. non, not approved. Voilà. Voilà. Euh, je termine avec un titre que j'avais pas vraiment envie de lire, je dois bien avouer, parce que bah, c'est dans la continuité de DC KO et que je n'ai pas aimé DC KO, je pense que vous l'avez compris maintenant. Ouais. Le problème, c'est que contrairement à World's Finest, qui est donc une parenthèse, que tu peux lire ça vraiment quand tu veux, bah, concernant cet annual autour de Superman, bah là par contre, tu es vraiment dans la continuité, quoi. C'est-à-dire que c'est dans ce numéro-là que tu suis les péripéties de Superman avec les pouvoirs obtenus à la fin du tournoi King Omega. Donc on va dire assez important cette fois en termes de contenu. Donc tout à l'heure, Matt bon, qui l'a pas vraiment dit, mais qui ça va un peu dans le sens là, en mode bah, si c'est important, Urban Comics le fait paraître en France, c'est pas important, bon bah c'est à voir. Bon, bah, là, en théorie, je pense qu'ils vont le mettre quelque part. Je sais pas trop où, mais ils vont le mettre quelque part. Écrit par Joshua Williamson et dessiné par Eddie Barrows et Yasmine Putri. Euh, je
Oui, bon, je dois avouer que j'étais pas très, bon public, hein, pour le coup, puisque, bah, dès lors que c'est dans la continuité de DCKO, je l'ai lu parce qu'il fallait le lire. Donc, c'est vrai que, j'avais un peu des œillères, je dois bien être honnête. Bon, en termes de dessin, c'était, bon, il y a rien à dire quand même. Le principe était assez sympa en mode, grâce à DCKO, j'ai réparé le passé et le présent. Maintenant, il faut se focaliser sur le futur. Donc, voilà, tout ça, c'est quand même, assez important et la dernière page ne laisse aucune place au doute non plus. On te montre que c'est aussi ce titre qui va introduire, la future, série, Legend of Super Hero. Donc, voilà. Au-delà de sa qualité, il est important en termes de continuité puisqu'il te fait vraiment le lien entre DCKO et la série, Legend of Super Heroes. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que, je peux dire. Je pense que si, voilà, si vous avez apprécié DCKO, c'est évident que vous allez apprécier ce titre, sinon, bah, tu as même limite l'impression qu'il te manque un bout, hein, c'est sincèrement à ce point-là. Bon, moi, je l'ai lu parce que voilà, je suis à jour maintenant dans DC Comics, disons. Le bateau. Je je sais pas Ah, si pour... on avait déjà vu ce personnage, il me disait rien, mais je l'avais trouvé cool. Là, avec le sablier, là, comme ça me dit rien, mais... Pendant un moment, j'ai cru que c'était Pariah, parce que je sais qu'ils aiment bien le ressortir de temps en temps, mais je crois pas que ce soit lui. Hourman, peut-être pour le sablier, mais il a pas Oui, vraiment la tête d'Hourman. il me semble que c'est ça, mais en modifié, ouais. Il me semble. En tout cas, il est cité Herman, hein, je crois que c'est ça. Vous avez vu, il m'a marqué le numéro. D'ici Keo, hein, quoi.